Marie Caron, psychologue du travail et ergonome spécialisée sur les questions d'organisation du travail. Je travaille pour l'ISTF, donc vous pouvez à tout moment faire appel à moi en passant par votre médecin du travail ou en me joignant directement. Je vous laisserai mes coordonnées dans le chat. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir aborder la question des risques psychosociaux, puisque tout de suite après le risque infectieux, c'est le deuxième risque prégnant qui va être dominant à travers cette crise et que l'on va retrouver aussi après cette crise. Donc voilà, on est sur un enjeu important de prévention de ce type de risque. Juste avant de commencer, juste rappeler quelques règles. Si ce n'est pas déjà le cas, merci de bien vouloir couper votre micro pour éviter les interférences. Vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire via le chat et je tenterai d'y répondre à la fin de ma présentation. Et aussi, si vous aviez des difficultés, des problèmes de connexion, que vous perdiez la connexion avec le webinaire, n'hésitez pas à retourner sur le lien qui vous a été envoyé. Vous pouvez rejoindre le webinaire à tout moment et il sera disponible en replay sur notre site internet dans les prochains jours. Alors, donc, ce que je vous propose d'aborder ce matin, c'est bien sûr, donc, comme on a commencé à en parler, c'est la question des enjeux de prévention des risques psychosociaux dans ce contexte inédit et particulier. D'ailleurs, il peut peut-être s'avérer nécessaire qu'on redéfinisse ce que signifie, ce que recouvre la notion de risque psychosocial. Alors, ça va être très, très rapide, puisqu'on n'est pas là pour développer l'ensemble. On pourrait passer des heures sur l'initiation, l'introduction aux risques psychosociaux, mais là, on va bien se concentrer sur le contexte particulier lié au Covid-19. Donc, pour pouvoir aussi vous aider dans la démarche d'évaluation de ce risque psychosocial au sein de votre établissement, je vous propose de vous donner quelques repères sur quels pourraient être les principaux facteurs de risque psychosociaux liés à cette crise particulière, les facteurs de risque qui pourraient être typiques au contexte. Et puis, je tenterai de vous formuler quelques grandes lignes de conseils pour prévenir ces risques liés à l'organisation du travail et des relations de travail pendant cette période transitoire. On est toujours dans la crise sanitaire, une période de reprise après le confinement. Certains ont continué de travailler, certains se sont complètement arrêtés, certains n'ont peut-être pas encore repris. Donc, il y a toute une diversité de situations. Toujours est-il que l'activité de travail, elle a été impactée d'une façon ou d'une autre. Et puis, donc, comme je vous disais, vous allez poser des questions au fur et à mesure. J'y répondrai à la fin. On aura le temps d'y répondre. Alors, sachez qu'effectivement, pour le replay, le webinaire est enregistré. L'enregistrement s'arrête lorsque vous posez des questions. Donc, voilà, pour pouvoir maintenir l'anonymat de vos échanges. Alors, les enjeux de cette crise sanitaire. On a parlé pourquoi s'intéresser aux risques psychosociaux pendant cette crise épidémique. Donc, au-delà du risque infectieux, la crise épidémique et particulièrement la situation de confinement qui a été décrétée totalement, brusquement, a bouleversé la société et bien évidemment le travail. Donc, entre arrêt total de l'activité pour les uns, l'intensification du travail pour les autres, le maintien de l'activité avec la mise en place d'un télétravail qui, pour certains, n'avait jamais été expérimenté. L'exercice d'un télétravail avec des conditions particulières, donc imposées, avec une confusion avec la sphère privée, peut-être aussi des enfants à garder et
la scolarité à assurer. Donc, tout ça fait qu'on a eu des vécus intenses, très différents d'un salarié à l'autre. Donc, quelle que soit la situation d'entreprise, les événements contextuels ont forcément eu un impact tant sur les salariés que sur l'organisation même de l'activité de travail et donc l'organisation, du management et les relations de travail, en plus des effets plus individuels. Pour la plupart, le confinement a généré un éclatement inédit des équipes. Les collectifs de travail n'avaient jamais été habitués à être séparés si longtemps, donc à devoir travailler en collaboration, coopérer de façon complètement différente. Pour certains, ça a marché, pour d'autres, moins bien, ça a été plus compliqué. Donc, même si les technologies numériques et tout un tas de nouvelles applications ont pu permettre de maintenir une activité professionnelle et du lien avec les collègues, avec les clients, avec les fournisseurs, les équipes ont été géographiquement éloignées comme jamais. Donc, pour ceux qui n'y étaient pas encore habitués, certains ont dû aussi apprendre l'autonomie plus importante qu'imposait le télétravail et développer aussi de nouvelles compétences, peut-être par rapport à des tâches qu'ils ont dû réaliser pour pouvoir maintenir cette activité. L'apprentissage que ça a pu nécessiter de s'adapter à ces nouveaux outils. Donc, en découvrir les avantages mais aussi les écueils. On verra aussi dans les effets potentiels de cette crise, peut-être aussi pour certains, une certaine frilosité à reprendre le chemin du retour en présentiel, par crainte des contaminations sur le lieu de travail, ou tout simplement dans les transports pour pouvoir s'y rendre, ou encore tout simplement n'ont pas encore de solution là à court terme et pérenne pour de solution de garde pour leurs enfants. Puisque d'une école à une autre, les possibilités d'accueil sont très, très différentes. Donc, le confinement a ainsi cristallisé des inégalités selon les situations entre ceux donc, qui ont pu télétravailler dans de bonnes conditions, ceux qui ont du télétravail tout en associant à 1, 2, 3 journées de travail, en assurant la garde des enfants, la scolarité, l'entretien du domicile, avec ou sans conjoint présent. Donc, une organisation à trouver aussi dans la sphère familiale. Ceux qui avaient des bonnes conditions de confinement, avec un jardin, du soleil et peut-être pour le coup des tâches allégées. Ceux qui ont perdu du revenu à cause du chômage partiel, ceux qui ont dû travailler plus pour faire face à la demande parce que l'activité pour eux sur le terrain ne s'est pas arrêtée, et bien au contraire, elle s'est intensifiée. Donc, tout ça sans compter l'état de santé propre à chaque salarié, qui peut créer une peur plus ou moins importante d'attraper la maladie. Des personnes plus vulnérables, des personnes qui sont déjà plus sensibles à ces questions de contamination. Donc, chez lesquelles ça peut créer bien sûr un peu plus d'anxiété et certaines difficultés préexistantes d'ordre social, familial, qui ont pu être amplifiées dans cette crise, puisqu'il y a un certain nombre toute l'activité s'est arrêtée ou ralentie, donc il y a beaucoup de situations qui n'ont pas pu être dénouées. Donc, la santé psychique des individus est fragilisée par le contexte actuel, c'est indéniable, tant au niveau de la vulnérabilité et du risque de maladie pour soi et ses proches, par l'insécurité socio-économique que ça sous-tend, les difficultés de conciliation entre la vie privée, la vie professionnelle, tout le rapport à l'inconnu et la perte de repères qui ont été provoqués par ce choc brutal. Les psychologues font le parallèle avec le choc que l'on peut subir dans un stress post-traumatique, hein, le côté brutal, l'état de sidération, de la perte de repères que ça induit, et puis pour le surmonter, le besoin, c'est là où on va aller sur les pistes de solutions, le besoin de travailler, de partager les perceptions, de partager le vécu pour pouvoir reconstruire ensemble.
Donc, des enjeux de prévention qui se situent à plusieurs niveaux pour vous. D'abord, des raisons des enjeux en termes de santé, tant sur le plan individuel que collectif. On a déjà pu citer un petit peu les conséquences que ça avait pu avoir. Dans tout ce contexte d'incertitude, tout l'enjeu va être de faciliter et d'accompagner les changements, de redonner du sens et des repères organisationnels pour tenter de retrouver un équilibre psychologique, tant sur le plan individuel que collectif. Pourquoi ? Parce que la crise, elle est forcément transitoire, même si on ne peut pas dire que c'est fini, hein, on n'est pas à l'abri d'un rebond, mais bon, je pense qu'on a vécu l'état de choc et de toute façon, on a appris de cette étape. Maintenant, c'est comment on rebondit, comment on reconstruit et de ce qu'on a appris, comment on peut se le réapproprier aussi pour mieux avancer, mieux reconstruire l'avenir. Donc, parce que la crise est transitoire, elle va de toute façon laisser des traces, des cicatrices, et il faut en limiter les impacts, tant sur le plan individuel, mais aussi et surtout sur les collectifs de travail. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'impact négatif. Ce qui sera aussi intéressant, on en reparlera, c'est de pouvoir valoriser ce qui a fonctionné. Cette contrainte d'adaptation rapide, elle a aussi permis d'expérimenter des choses, des nouvelles organisations, des nouvelles formes de collaboration. Il y a peut-être des choses qui ont plutôt bien fonctionné et qui sera intéressant de garder. Donc, et à valoriser, à intégrer et à en tenir compte de toute façon pour peut-être préparer de nouveaux événements qui pourraient nous amener à nouveau à perturber l'activité de travail classique. Et l'enjeu aussi, il est réglementaire, puisque d'un point de vue réglementaire, au nom de l'obligation de santé et de sécurité, vous allez devoir, en plus du risque infectieux, intégrer les risques psychosociaux dans le document unique, puisqu'effectivement, on est sur un risque essentiel lié à cette crise épidémique. J'ai oublié juste un élément quand même qui est un non des moindres justement au-delà de l'aspect réglementaire, c'est que vous avez tout intérêt à agir le plus en amont possible pour aussi permettre, optimiser la performance de votre entreprise. Dans ce contexte d'incertitude, il faut pouvoir amener de la confiance dans les relations, dans les décisions, montrer que en montrant que vous êtes soucié du vécu de votre collaborateur, des conditions de travail, de son retour. Ce sont des formes de reconnaissance du travail accompli et ça ne peut que favoriser l'investissement, l'acceptation aussi de la situation, mais aussi l'engagement pour la suite, pour continuer et pour avancer, pour reconstruire. Donc, tout l'enjeu, là, justement, se situe sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Le fait de prendre du temps, donc on l'a dit, pour écouter le vécu, prendre le pouls, l'état d'esprit, de faire participer les salariés aux enjeux de réorganisation, d'innovation qui peuvent se profiler, autant de vecteurs de motivation et d'engagement. Ce qui serait très risqué, c'est de vouloir un retour à la normale, comme avant, sans avoir pris le temps de faire le point sur les difficultés qui ont pu être rencontrées. Et aussi ce que cette crise a pu révéler, donc de positif. Des experts disaient, pour revenir sur l'aspect malgré tout positif que ça a pu avoir, c'est qu'en termes d'innovation et d'organisation, cette marche forcée a contraint à revoir une certaine organisation du travail et la numérisation du travail. On a pris 5 ans d'avance en 2 mois.
Donc, ça serait compliqué de revenir en arrière maintenant. Par contre, il y a des choses qui sont forcément améliorées. Mais on ne peut pas dire qu'on va tout faire comme avant, ce n'est pas possible. Alors, juste un bref retour sur ce dont on parle quand on parle de risques psychosociaux. J'entends bien sur les notions que ça sous-entend et surtout, pour pouvoir faire votre évaluation du risque, savoir sur quoi ça doit porter, sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ce qu'on appelle risques psychosociaux, on va même appeler de troubles psychosociaux, ça se catégorise en trois grandes notions, manifestent de trois façons différentes. Ce sont les phénomènes de stress, les phénomènes de violence, interne, externe. Le stress, on va me dire, le stress, des fois, c'est bien, il en faut. Effectivement, on ne va pas dire que dans une entreprise, l'absence de stress total est possible et souhaitable. Ce n'est pas le propos. Ce qui est problématique, c'est quand le stress devient chronique, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en état de sursollicitation, de surattention, de survigilance pour pouvoir faire face à ce qui est demandé. Donc, la notion de stress, elle survient lorsqu'on a une perception de déséquilibre entre ce qu'on nous demande et ce qu'on se sent en capacité de donner, de répondre. C'est un phénomène complètement automatique, complètement primitif, qui amène à enclencher un état de surattention, de survigilance du corps, avec une augmentation du rythme cardiaque, la libération d'un certain nombre d'hormones, pour permettre cet état de vigilance accrue. Donc, c'est pour faire face au danger, pour faire face à une charge de travail importante, pour faire face à un événement nouveau, que le corps se met en alerte. Cette notion d'alerte, elle ne peut pas tenir sur la durée et on arrive à un état de stress chronique qui peut donc être dangereux pour la santé quand on manque de possibilités de récupération, de pause entre ces états de pic de stress. Et quand ce stress dure, il y a un épuisement des ressources qui se fait, et donc un épuisement à un moment donné physique, psychologique, émotionnel, qui peut engendrer un certain nombre de conséquences sur le plan physique, cognitif, intellectuel, émotionnel, comportemental, etc. Donc ça, c'est pour le stress. Ensuite, dans ce qu'on appelle les violences, on va retrouver les violences internes donc, qui se produisent à l'intérieur de l'entreprise, donc entre des acteurs de l'entreprise, et même salariés de l'entreprise. Donc, quel que soit le niveau hiérarchique, hein, ça peut être de niveau hiérarchique équivalent. On va retrouver, alors on parle souvent du harcèlement, ça c'est la forme extrême et très réglementée des formes de violence, mais vous avez d'autres formes de violence quotidiennes, comme le manque de civisme, le fait de ne pas adresser la parole à un collègue de travail, de ne pas dire bonjour, de parfois saboter le travail de l'autre, faire en sorte que son travail soit mal fait. On a aussi aujourd'hui une réglementation qui tourne autour des actes sexistes au travail. Donc, tout ça fait partie des actes de violence que l'on peut retrouver au sein de l'entreprise et entre collègues. Donc, autant vous dire que quand il commence à y avoir des tensions relationnelles entre salariés, entre collectifs, on peut vite dévier vers de la violence interne. C'est là où il faut être très vigilant. Ensuite, dans ce qu'on appelle les violences externes, c'est toutes les violences qui ont lieu dans le cadre du travail, mais par des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, ça peut être des clients, des usagers, des fournisseurs, à travers des insultes, des menaces, de la violence physique, hein, ça arrive aussi. Donc, c'est aussi à évaluer et voir comment ça peut être aussi régulé, canalisé pour être mieux prévenu.
Donc, si je reprends notre schéma explicatif que l'on peut voir, les causes des risques psychosociaux sont à rechercher dans les conditions d'emploi, l'organisation du travail et les relations de travail. Les principales causes de risques psychosociaux sont catégorisées selon 6 grands facteurs de risque que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'en temps normal, on dit effectivement, là, on raisonne en risque professionnel et la sphère privée, voilà, elle n'est pas à interroger, à proprement parler, dans l'évaluation du risque. Bon, c'est vrai que là, dans le contexte du Covid-19, l'exercice du confinement font que la dimension professionnelle est fortement intriquée avec la dimension personnelle, notamment dans les conditions du télétravail. Le télétravail étant venu déborder sur la sphère privée et en même temps permis d'assurer la continuité de l'activité. Donc, ça a demandé de toute façon, ou ça demande encore, pour ceux qui vont maintenir ce télétravail, de tenir compte du contexte personnel. Ça risque de demander encore beaucoup de flexibilité de part et d'autre. Donc, si j'en reviens à nouveau à notre schéma, les risques psychosociaux, donc des facteurs de risque qui provoquent 3 grands types de risques psychosociaux et qui donc peuvent avoir des conséquences sur les salariés en termes d'atteinte à la santé ou concernant leur rapport au travail. Et donc là, avec tout le risque que ça peut avoir de la rupture du lien avec le travail, de la motivation avec le travail, de l'investissement au travail. Et puis, forcément aussi les conséquences pour l'entreprise. Ça peut être voilà, avoir pour conséquence de l'absentéisme, pour des arrêts maladie, mais aussi pour une baisse de motivation, des turnovers, de la démotivation du personnel, une activité du coup qui se dégrade. Hein, si le personnel est moins investi, il va moins avoir envie de faire du beau travail, voire même des actes un peu de sabotage. Qui peuvent aussi nuire à l'image de l'entreprise, au-delà de la qualité des produits. Une entreprise où il y a un turnover élevé, où il ne fait pas bon vivre, ça se sait très vite. Donc ça peut entraîner des difficultés de recrutement, mais même pour les clients, ce n'est pas toujours bien perçu. Donc, je ne développe pas forcément plus sur cette partie définition générale des risques psychosociaux aujourd'hui. Donc, si en dehors de ce contexte particulier, de toute façon, vous souhaitez qu'on revienne sur ces notions, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet. Contactez votre médecin du travail ou laissez-moi vos coordonnées et je reviendrai vers vous. Donc, je vous propose maintenant de nous intéresser à ce qui peut favoriser l'apparition de risques psychosociaux dans ce contexte particulier du Covid-19. Alors, pour en revenir sur les principaux facteurs de risque psychosociaux, l'on catégorise déjà ainsi en temps normal. Mais on s'est rendu compte que ce qui est vécu aujourd'hui, voilà, ça colle aussi avec cette catégorie, cette façon de hiérarchiser les facteurs de risque psychosociaux. Donc, on se base sur cette grille de lecture et on vous conseille fortement de vous appuyer dessus parce qu'elle aide à trouver des repères sur la façon d'évaluer le risque psychosocial. Et donc, on s'accorde à dire qu'il existe 6 grands facteurs de risque psychosociaux, à savoir l'intensité et la complexité du travail, l'autonomie et les marges de manœuvre, les exigences émotionnelles, les relations sociales, les conflits de valeurs et tout ce qui touche à l'insécurité de la situation de travail. Donc, selon les secteurs d'activité, selon les métiers, il peut y avoir peu, voire pas d'exposition à certains facteurs de risque ou à des niveaux d'intensité différents, bien évidemment. Donc, sur le premier facteur de risque, intensité et complexité du travail, c'est ce qu'on appelle souvent plus vulgairement la charge de travail ou aussi la charge mentale. Ça renvoie au volume de travail à effectuer, la complexité du travail à réaliser, l'exigence attentionnelle, cognitive qu'elle peut requérir, les contraintes de rythme de travail, si c'est un rythme imposé, s'il y a une dépendance au travail réalisé par quelqu'un d'autre. Ça concerne aussi tout ce qui peut être exigence contradictoire, faire vite et bien,
Voilà, on a des exigences qui peuvent être compliquées à respecter. Je pense dans les exigences contradictoires, en tout début de confinement, pour certains professionnels, ça a été assez compliqué pour des activités qui ne paraissaient pas indispensables, a priori, de se dire qu'ils devaient aller travailler et en même temps, on n'arrêtait pas de marteler restez chez vous, restez chez vous. Voilà, ça c'était une injonction contradictoire qui a été, pour certains, un peu difficile à comprendre. Des interruptions fréquentes dans le travail. Ça peut être aussi source de charge attentionnelle plus importante quand il faut se reconcentrer sur sa tâche initiale. C'est forcément du temps perdu. Des tâches, alors ce qui peut aussi être source de surcharge de travail, c'est la notion de morcellement des tâches. Donc il y a un certain nombre de tâches à réaliser mais de façon simultanée. Donc, on a toujours l'impression d'être débordé par plein de choses et de jamais pouvoir aboutir à quoi que ce soit. Donc ça, voilà, pour vous donner un peu un tableau de ce qu'on met derrière la notion d'intensité, de complexité du travail, déjà en temps normal. Alors, on peut imaginer que dans le contexte actuel, les principaux risques peuvent se situer dans une quantité de travail qui a été difficile à mesurer, à adapter pour chaque salarié. Donc, ça peut être une quantité de travail qui est devenue très importante, peut-être du fait de diminution des effectifs disponibles, ou à l'inverse, de l'ennui du fait d'une baisse importante du travail. Ça peut être l'interruption donc fréquente d'une tâche pour une autre, notamment peut-être avec la reprise, l'explosion d'appels, de mails, donc avec ce contexte de déconfinement. Donc une reprise de l'activité avec 2 mois d'arriéré. Donc ça peut, pour les personnes qui peuvent être amenées à gérer ces demandes, être source de perturbations permanentes et qui rendent difficile la continuité de la tâche en cours. Bien sûr, dans ce cadre-là, on va retrouver les difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc avec le télétravail, c'est quand même ce qui illustre le plus ce facteur de risque, notamment lié aux enjeux de continuité scolaire à assurer et le fait de devoir respecter peut-être aussi des horaires de bureau, alors qu'il faut pouvoir respecter le rythme physiologique des enfants, leur capacité d'apprentissage. Tout ça, ça a pu être très compliqué à gérer pour les parents. On parle aussi de polyvalence dans ce facteur de risque. Ça peut être une polyvalence qui s'est accrue au vu du contexte, sans formation préalable, sans préparation. Et voilà, il a fallu y aller. Ça peut être aussi d'avoir dû s'adapter à des outils nouveaux, notamment pour le travail numérique, sans maîtrise des logiciels. Donc, avec une découverte continue de ces outils. Bien sûr, dans le contexte télétravail, on va aussi poser la question de la connexion, de l'hyperconnexion. Est-ce que les salariés arrivaient à couper, à respecter des horaires de travail, même si ce n'était pas les horaires de bureau, mais est-ce qu'ils arrivaient à un moment donné à bien organiser leur journée de façon à ne pas se laisser déborder par le travail dans cette sphère privée. Donc, ça peut être aussi la difficulté à prioriser l'ensemble des demandes aussi quand on est à distance ou qu'on n'a pas forcément l'encadrement à côté. C'est comment je sais quelles sont mes tâches prioritaires à réaliser. Bon, ça c'est quelques exemples. Vous en avez peut-être plein d'autres dans votre entreprise, dans votre contexte particulier. C'est vrai que là, les informations que je vous donne, elles restent très générales. Il est évident que pour pouvoir procéder à une évaluation des risques dans votre établissement et définir un plan d'action adapté, c'est du sur-mesure. Donc là encore, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, le deuxième facteur de risque que l'on peut retrouver, c'est le manque d'autonomie et des faibles marges de manœuvre. Alors, c'est un facteur de risque important qui peut amplifier donc, le risque psychosocial et à l'inverse, ce qui est intéressant avec les risques psychosociaux, c'est que c'est multifactoriel et vous avez des facteurs aggravants, mais vous avez des facteurs qui permettent de
d'équilibrer et de mieux accepter certains facteurs de risque sur lesquels on n'a pas moyen d'agir. Il y a aussi des contraintes de travail où on ne pourrait jamais tout prévenir. Donc, par exemple, face à une surcharge de travail importante, des études ont montré que d'avoir de l'autonomie et des marges de manœuvre, ça permettait de mieux y faire face. Donc, c'est intéressant de le mesurer dans ces deux facettes, c'est-à-dire qu'il faut mesurer le risque et puis il faut peut-être mesurer aussi ce qui fonctionne bien, pourquoi ça protège le salarié et l'activité de travail. Donc, ce qu'on mesure dans cette catégorie-là, c'est la possibilité d'organiser son travail individuellement, de gérer son temps de travail, de prendre des pauses quand on le souhaite, quand on en ressent le besoin, d'avoir la possibilité de remonter les difficultés pour avoir le soutien nécessaire, de pouvoir aussi apporter des idées, d'être acteur dans son travail et plus généralement dans l'entreprise. Donc, dans ce contexte, les risques psychosociaux peuvent avoir émergé ou peuvent émerger s'il y a eu un sentiment d'absence de contrôle, accentué par l'incertitude des mesures imposées par le gouvernement, c'est-à-dire que le sentiment de ne pas pouvoir maîtriser son travail et son exercice professionnel. Et vous avez été les premiers à l'expérimenter, avant même les salariés. Donc, ce manque de maîtrise, forcément, ça restreint toute votre marge aussi d'autonomie, de marge de manœuvre. On ne sait pas dans quel cadre on évolue. Parce que autonomie, marge de manœuvre, ça ne signifie pas non plus absence de cadre. C'est important de savoir où on va. Maintenant, c'est quelle flexibilité, quelle autonomie on a dans ce cadre. Si le travail à distance peut offrir des marges de manœuvre, à l'inverse, il a peut-être pu aussi en réduire pour certains. Trop de cadres ou pas assez, il y a un équilibre à trouver selon les types d'activités, les types de tâches à réaliser. Les modalités de coopération habituelles qui ont pu se trouver empêchées par la distanciation sociale, parce que dans les modalités de coopération, qu'elles soient prévues ou réelles, c'est-à-dire que les salariés, pour pouvoir mener à bien leurs tâches, collaborent de façon non prescrite, forcément avec les mesures de distanciation sociale, pour peu qu'on soit sur du télétravail et de la vraie distance physique, forcément c'est toutes les modalités de réalisation du travail qui sont à revoir. Et ça peut être aussi l'absence de retour sur le travail réalisé, le besoin de pouvoir réguler, réajuster l'activité de travail. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on peut mesurer dans la catégorie autonomie, marge de manœuvre. Si on traite ensuite des exigences émotionnelles, qui là aussi vont être très très différentes selon le secteur d'activité, il y en a pour lesquelles ça va être un facteur de risque assez moindre, voire inexistant, et pour d'autres, à l'inverse, ça va être un facteur de risque prédominant. Donc, dans cette catégorie de facteurs de risque, on va mesurer toutes les émotions que l'activité de travail génère, ou le contrôle sur les émotions qui peuvent être exigées des salariés pour pouvoir réaliser leur travail. Donc, c'est tout ce qui peut être en contact avec du public, être en contact avec la souffrance ou la mort, être exposé au risque de violences externes comme des incivilités, des agressions verbales ou physiques, ou la gestion de la peur liée au caractère risqué du métier. Donc, par rapport au contexte Covid-19, ce qu'on peut citer, c'est dans le travail en contact avec le public, si le risque était déjà existant, il s'est intensifié pendant le confinement et toujours dans cette situation de déconfinement, parce que ça a favorisé des tensions, des comportements agressifs chez des personnes qui sont… voilà, l'enfermement, ça a mis les nerfs un peu à vif, sans sas de décompression, voilà, avec de l'agacement, de la colère. Donc, les gens ont été plutôt remontés et ça peut favoriser des comportements agressifs. Bien sûr, le travail en contact avec la souffrance de l'autre, la maladie, la mort, qui nécessite toujours d'être dans le contrôle et de ne pas s'écrouler devant le patient, l'usager, la famille. C'est difficile, c'est très lourd à porter.
quand c'est quotidien. Devoir cacher ses émotions, ne pas se laisser aller à l'énervement, de la colère, surtout quand le lieu de travail, c'est le domicile. C'est aussi compliqué de devoir se contrôler chez soi. Il y a eu tout ce qui est phénomène aussi de peur au travail pour sa santé et celle de son entourage, notamment dans les métiers de contact, dans le soin, les aides à domicile, chez les médecins traitants. Ça a été forte source d'angoisse. Donc, dans des situations où les possibilités de se libérer, les sas de décompression étaient complètement restreints. Donc, des émotions à fleur de peau et une nervosité ambiante. Alors, au niveau des relations sociales, je pense que c'est aussi l'un des facteurs de risque les plus importants, déjà en temps normal, mais alors là, dans la crise Covid, sur lequel il va falloir être très, très vigilant. Et là encore, c'est un facteur de risque qui peut être aggravant, comme il peut être facteur de protection très efficace pour faire face aux autres facteurs de risque sur lesquels il est difficile d'agir. Donc là, il s'agira d'être vigilant, d'évaluer la qualité des rapports dans l'entreprise, du soutien social et opérationnel entre les salariés et dans les relations hiérarchiques et subordonnées. Par exemple, le contexte peut être propice à la création de tensions ou l'amplification de tensions qui existaient déjà entre certains collègues ou certains collectifs. Ça peut faire apparaître des nouvelles tensions entre salariés, donc notamment entre ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé, ceux qui ont travaillé sur site, ceux qui ont télétravaillé, ceux qui ont été en chômage partiel. Il va falloir être vigilant sur ce que ça peut engendrer comme vécu, comme sentiment éventuellement d'injustice, d'inéquité, d'expliquer le pourquoi les choix se sont faits de telle ou telle façon, de pouvoir argumenter sur les raisons organisationnelles, les choix organisationnels qui ont été pris. À savoir aussi que du coup, la perte de liens physiques avec les collègues peut diminuer, voire faire disparaître la solidarité de proximité, ce qui permettait de réaliser certaines tâches, certaines formes de coopération a été délité. Il va être difficile à reconstruire en respectant aussi la distanciation sociale et les gestes barrières. Donc ça aussi, ça vient déstructurer un collectif de travail. Des personnes aussi qui peuvent ne pas comprendre pourquoi le collègue ne vient pas l'aider comme il fait habituellement. Non, là, il se protège et il protège son collègue, mais ce n'est pas forcément intégré de la même façon pour tout le monde. Donc, bien expliquer, oui, voilà, le risque, la méconnaissance du contexte et des contraintes individuelles, hein, les problématiques de santé, de vulnérabilité, les problématiques de garde d'enfants, peuvent créer des incompréhensions dans la façon dont le travail s'est réparti, le choix d'aménager des horaires, des jours de travail, de télétravail, etc. Tout ça nécessitera d'être bien expliqué. Quand même sur les relations sociales, il y a l'aspect management à distance aussi qui peut aussi être à souligner et sur lequel il y a un apprentissage, un retour d'expérience important à faire parce que pour les managers, c'est aussi un exercice compliqué quand ça ne fait pas partie du fonctionnement habituel, le mode en télétravail. Donc, comment apporter… Ça peut être difficile d'être présent sans être trop intrusif, sans mettre de pression, mais voilà, d'être là en soutien si besoin, de pouvoir tenter de fédérer, de continuer à fédérer l'équipe. Voilà. Là, je pense qu'il y a aussi un enjeu fort sur la reconstruction de la relation entre l'encadrement et les collaborateurs, un climat de confiance à reconstruire. Parce que voilà, on peut vite avoir des incompréhensions, des perceptions négatives sur la façon dont les choses ont été gérées. Et je pense qu'il y a un enjeu fort à reconstruire la confiance entre le management et les salariés. Alors,
Dans ce contexte, peuvent aussi survenir des conflits de valeurs. Donc, c'est quand les salariés sont aux prises avec des conflits, des dilemmes par rapport à la qualité de leur travail ou aux conséquences de leurs choix, de leurs actions, quand les valeurs professionnelles ou personnelles sont mises sous tension. Par exemple, là, dans notre contexte, ça peut être le sentiment d'utilité qui peut se trouver interrogé à travers la mise en place du chômage partiel. Je suis mis en chômage partiel, voilà, ça veut dire que mon travail ne sert à rien. J'aurais pourtant pu apporter plein de choses. Donc, voilà, il y a ces choses-là qui risquent de ressortir. Alors dans les conflits de valeurs, on a souvent la notion aussi de qualité empêchée, ce que j'estime est un critère de qualité. Là, forcément, avec des manques de moyens, manque de temps, d'une baisse de personnel, on peut avoir dû faire face à une charge de travail élevée, avec moins de moyens, et donc avoir le sentiment d'avoir fait un travail qui ne correspond pas aux standards de qualité qu'on peut s'imposer. Il y a aussi, par rapport à l'exercice du télétravail, donc, qui était nouveau pour beaucoup, le sentiment de devoir se justifier en permanence sur ce qui a été réalisé, puisqu'il y a une représentation, alors, parce que les gens ne sont pas présents physiquement, qu'ils n'ont pas travaillé, ou parce qu'ils gardaient leurs enfants, c'est pareil, ils n'ont pas travaillé, ou ils ont moins travaillé que ceux qui étaient en présentiel. Attention à ces préjugés, à bien reformuler les choses, et puis du coup rassurer aussi les gens qui se sont ou qui vont encore se trouver en situation de télétravail, que vous reconnaissez les efforts fournis et le travail réalisé. Je pense aussi à la population des soignants, des aidants, où dans leur conflit de valeurs, il pouvait y avoir la crainte de contaminer les patients. Ça pouvait aller pour certains services de faire des choix éthiques difficiles, voire non éthiques, sur le choix des personnes à passer en priorité dans tel ou tel service, sur tel ou tel soin. Ça pouvait être assez difficile à vivre. Il y a aussi le conflit de valeurs au niveau de l'employeur lui-même, devoir faire des choix, prendre des mesures vis-à-vis de l'emploi et de ses salariés, ou des conditions de travail qui c'est potentiellement défavorable pour les salariés, pour l'avenir de l'entreprise. C'est compliqué à gérer pour l'employeur. Et ça, c'est pas inintéressant de le partager aussi avec ses collaborateurs pour montrer que le vécu, il a été difficile pour tout le monde. C'est ça aussi ce qui permettra de créer un vécu commun. C'est déjà pas mal, comme exemple de conflit de valeurs. Au vu du contexte, forcément, on est conscient qu'il y a un contexte socio-économique difficile, des entreprises qui ont dû être arrêtées, qui n'ont peut-être pas encore démarré, peut-être certaines ne rouvriront pas du tout. Bon, même les gens qui peuvent se sentir un peu sécurisés dans leur travail sont très conscients du risque que ça engendre. Donc voilà, c'est quand même, ça crée une ambiance particulière. Donc forcément, il y a des craintes. Et donc au sein de la structure, ça peut être à travers le passage à du temps partiel subi et donc des pertes de rémunération. Est-ce qu'il y a des craintes pour l'avenir de leur emploi, pour la situation économique de l'entreprise, et puis pour les employeurs aussi, forcément, il y a un contexte d'incertitude, de pression et peu de marge de manœuvre, connu très tardivement, peu de visibilité, qui sont particulièrement anxiogènes. Donc voilà, tout ce qui va être menace sur l'emploi, sur la situation économique de l'entreprise, sur les conditions de travail, on est sur un facteur de risque qui parfois était peu présent jusqu'alors dans l'évaluation du risque dans l'entreprise. Là, pour le coup, il y a de fortes probabilités que vous ayez cette case-là qui intègre votre document unique, qui est l'évaluation des risques.
Alors, si on peut donner quelques conseils sur la façon de gérer ce déconfinement, on a pu le voir hein, dans les facteurs de risque, il y avait ce sentiment de distance et ce besoin de repères. Donc, c'est pouvoir informer au fur et à mesure sur les conditions de reprise, hein, même si vous naviguez un peu à vue, faut le dire. Mais par contre, il faut informer dès que possible, puisque l'organisation, notamment sur le plan personnel, elle est aussi compliquée. Il y a aussi des choses à prendre en compte de ce côté-là. Donc, pour que les salariés s'y retrouvent et puissent se projeter, il faut qu'ils puissent avoir de l'information et des repères d'information progressivement. Pour les employeurs, surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul. La situation est très anxiogène pour vous aussi. Et puis, vous ne pouvez pas avoir tous les tenants aboutissants de la réalité du travail, la façon dont il se réalise habituellement et comment éventuellement il peut être adapté. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à associer l'encadrement de proximité, les salariés eux-mêmes ou leurs représentants quand il y a un CSE notamment, pour pouvoir discuter de ces hypothèses de réorganisation, d'évolution d'organisation du travail, et puis échanger sur le vécu collectif de cette reprise. Forcément, être très vigilant sur... le collectif, ça peut être assez facile à identifier, mais sur aussi les personnes qui peuvent être en difficulté, voire en souffrance, que ce soit sur le plan physique, psychique ou social, pour pouvoir leur proposer un accompagnement particulier. Voilà, il faut que les personnes ne se retrouvent pas complètement désinsérées socialement ou en détresse psychologique complète. Elles ont peut-être aussi besoin d'être réaccompagnées sur leur poste de travail. Il y a peut-être tout un temps d'apprentissage à prévoir. Voilà, il faut être très vigilant sur les problématiques individuelles. Donc, c'est pour ça qu'on vous préconisera aussi de prendre un temps individuellement avec chaque salarié. L'heure n'est pas à la sanction, au dénigrement, il faut vraiment être bienveillant et empathique. Là, on peut être en colère de certaines réactions, de certaines choses qui ont pu être dites pendant le confinement. Là, il faut vraiment pouvoir aplanir les choses et pouvoir assainir les bases, reconstruire des bases saines à la relation. Ensuite, quand on dit anticiper les freins à la reprise, c'est identifier qu'est-ce qui peut bloquer le retour à l'emploi, au poste, pardon. Est-ce que en présentiel, est-ce que c'est la crainte de ne pas pouvoir bien faire son travail? Est-ce que c'est la crainte d'être contaminé parce que on n'est pas sûr d'être bien protégé, d'avoir tous les équipements, on ne se projette pas forcément sur la configuration du poste de travail. Donc, anticiper les freins à la reprise pour mieux communiquer, donner l'information nécessaire pour assurer le salarié. Donc, comme je préconisais aussi tout à l'heure, prendre le temps d'accueillir chaque salarié. Alors évidemment, si vous avez un certain nombre de salariés qui vont revenir en même temps, vous ne pourrez pas tous les recevoir le jour J, à la première heure, mais prenez le temps de très rapidement échanger avec eux, savoir comment ils ont vécu les choses et comment ils vivent le retour, pour pouvoir aussi adapter éventuellement l'organisation qui s'en suivra. Donc, accompagner la mise en place des mesures barrières et distanciation physique parce que ce n'est pas inné dans notre culture, c'est tout un mode de fonctionnement à intégrer. Ça peut paraître bloquant dans le rapport à l'autre. Donc, il faut bien former sur l'utilité, l'intérêt de respecter les gestes barrières parce que ça peut être une grosse source de tension quand vous avez des personnes un peu dans le déni ou provocatrices qui ne respectent pas ces gestes barrières, leur rappeler éventuellement que c'est aussi dans l'obligation, le devoir du salarié que de respecter sa propre santé et celle de ses collègues. Donc voilà, il y a toute une dimension très pédagogique
à avoir pour accompagner la mise en place de ces mesures barrières. C'est en tenir compte aussi dans la charge de travail que ça peut provoquer, puisque du coup, potentiellement, c'est de la perte de temps pendant laquelle la personne n'est pas forcément sur son poste, sur sa tâche habituelle. Donc, il faudra aussi en tenir compte dans l'organisation du travail. Faire attention au risque de tension possible, donc ça, on l'a bien présenté tout à l'heure. Il faut vraiment être très vigilant à ce qui pourrait enclencher des tensions entre collègues ou entre collectifs. Donc, on a pu lister ce qui pouvait enclencher objectivement ce type de comportement, de tension. Repérer peut-être une ambiance particulière où les gens se disent plus bonjour, ou des mots, ou des réflexions. Je pense qu'il faut y être très vigilant et surtout pas les occulter. Il faut traiter le sujet dès qu'il survient. Prévenir les risques de violence externe. Je pense à tous les métiers de contact, notamment par exemple dans le commerce où les vendeurs, des fois, se font un peu malmener par des clients qui ne comprennent pas toujours la restriction du nombre de personnes dans les boutiques, le fait de devoir porter le masque. Ça oblige à nouveau à beaucoup de pédagogie. Ça peut être de prévoir un affichage particulier dès l'entrée du magasin qui n'oblige pas le vendeur à répéter en permanence le message, seulement de se prendre le retour du client. Surtout, alors là, c'est une recommandation qu'on va distiller auprès de tout le monde, c'est faire un retour d'expérience, faire un bilan de ces événements, de ce qui a été mis en place pendant la période de confinement, pendant cette période de reprise, pour voir là où ça a chopé, qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qui fait qu'il faudra s'améliorer si un jour on se retrouvait à nouveau dans ce type de crise, ce type de fonctionnement au ralenti. Ça peut être aussi tirer des enseignements de ce qui a bien fonctionné et des choses un peu innovantes, aussi dans la mise en place du télétravail ou de la numérisation du travail. Hors télétravail, je pense notamment à certains petits commerces qui ont mis en place des systèmes de drive ou voire de livraison. Pour certains, ils ne reviendraient pas en arrière parce qu'ils ont le sentiment d'avoir vraiment progressé dans leur activité et d'avoir trouvé peut-être une solution pour faire face à une concurrence, notamment avec les boutiques en ligne, de plus en plus féroce. Donc, il y a des innovations, il y a des choses qui ont dû être produites dans l'urgence, qui sont peut-être à réévaluer, à réajuster, mais qui ne sont pas à jeter, qui sont à garder à l'esprit et peut-être à reproduire. Et puis, comme on l'a dit, il y a tout ce sentiment d'insécurité sur l'emploi et sur l'environnement socio-économique qui va être très prégnant. Donc, il faut vraiment communiquer de façon transparente sur ce qui se passe dans l'entreprise. Les salariés ne sont pas dupes, ça peut faire naître pas mal de rumeurs, de fantasmes, donc il faut être assez clair sur ce qui se passe. C'est aussi une façon d'impliquer le personnel. De rappeler qu'on est tous dans la même galère et que si on veut sauver l'entreprise et les emplois, faut qu'on rame tous dans le même sens. Donc, il ne faut pas garder ça pour soi. Il y a des façons de le dire, de le communiquer, mais il ne faut pas le cacher. De toute façon, les salariés seront demandeurs de réponses. Alors, la présentation va s'arrêter là. Si vous avez encore des questions, si vous avez besoin d'informations, donc il y a un certain nombre de documents que vous pouvez retrouver sur notre site internet, également sur le site de l'INRS et le site du ministère du Travail. Sachez que si on vous fait la présentation aujourd'hui, c'est parce qu'on a aussi la compétence à vous accompagner sur ces questions-là, période Covid ou hors Covid, de pouvoir vous accompagner sur juste du conseil, d'avoir un œil un peu extérieur, neuf, sur des questions que vous vous posez autour de votre organisation de travail ou la gestion de certaines situations dégradées ou même en prévention. Ça peut être de l'accompagnement méthodologique,
de vous accompagner dans l'évaluation des risques et la mise à jour de votre document unique, alors notamment sur la partie des risques psychosociaux en ce qui me concerne, mais aussi sur les autres risques pour mes collègues. Ça peut être aussi dans ce travail de retour d'expérience. On peut vous apporter cet appui méthodologique également. Donc ça, je dirais, c'est pour la dimension plus collective. Et puis, individuellement, pour les salariés que vous auriez identifiés en difficulté psychologique ou d'ordre social, sachez que vous avez 2 psychologues et un assistant de service social à disposition au sein de l'ISTF. Donc, il suffit de donner les numéros d'accueil de l'ISTF que j'ai dans le coin, 02 35 10 10 32, que vous retrouvez également sur le site internet pour aussi avoir ce type d'accompagnement, c'est possible. Vous pouvez peut-être aussi ressentir le besoin d'une aide de conseil sur la façon de réguler les conflits, les tensions. Donc là aussi, on peut se situer soit en tant que conseiller pour vous laisser acteur dans le management des relations, soit éventuellement intervenir vraiment en tant que médiateur si vraiment la situation est très, très dégradée. Bon, essayez de ne pas attendre qu'elle se dégrade trop vite, n'hésitez pas à nous contacter très rapidement, on évaluera avec vous la possibilité d'intervention. Et puis, bien sûr, tournez-vous vers votre médecin du travail, votre équipe santé au travail est là pour répondre à toutes vos questions autour de ces problématiques et de toutes les problématiques santé. Pour toute autre question, contactez l'équipe de l'ISTF.